Bonjour à tous. On va attendre encore quelques minutes avant de lancer le webinaire, mais pour ceux qui viennent de se connecter, si vous pouviez couper vos micros, ça évitera tout l'arsène. Ok. Et ce sera beaucoup plus agréable. Merci beaucoup. Il y a encore des gens qui ont des micros. Hein. Il faut que tout le monde écoute. On va encore attendre une petite minute ou deux et puis on pourra lancer ce webinaire. Bonjour à tous encore. En fait, il faut le faire de temps en temps. Mais... Bon, je vous propose peut-être de commencer le webinaire. Bonjour à tous et merci de vous être rendus présents ce matin dans l'organisation de ce webinaire qu'on a organisé dans des temps un peu contraints. On s'en excuse. Vous êtes aujourd'hui un peu plus près de 120 inscrits. À ce stade, je crois on a dépassé la barre des 60 participants en ce moment même pour 2 heures de webinaire, donc d'interaction avec vous directement. La maîtrise d'ouvrage de la Solidéo et la direction artistique qui est représentée par Laure Collègue, cofondatrice et directrice générale de l'agence Manifesto, et Gaël Charbot, directeur artistique et commissaire d'exposition chez Manifesto également. Vous aurez une présentation par Isabelle Valentin juste après, directrice générale adjointe de la Solidéo, une présentation institutionnelle et générale de ce que fait la Solidéo, son rôle au sein de l'écosystème olympique, et puis une présentation aussi de la philosophie de notre démarche artistique par l'agence Manifesto, et puis ensuite une présentation un peu plus détaillée par Christine Lecorne, donc chef de projet participation citoyenne, communication et démarche artistique, de nos marchés et en particulier de nos appels à création dans cette démarche artistique. Juste un petit mot de contexte. La Solidéo a enclenché depuis cet été, suite à la crise sanitaire, un certain nombre de webinaires pour communiquer autour de ces marchés, en particulier les marchés d'innovation, des marchés numériques, et puis aujourd'hui les marchés liés à la démarche artistique. Donc n'hésitez pas à poser des questions pendant le webinaire, ça c'est vraiment un point de méthode important. On vous invite vraiment pendant les présentations qui vous seront faites à écrire dans le chat directement vos questions. On y répondra directement par écrit pour celles sur lesquelles on pourra vous apporter une réponse immédiate, et puis surtout on pourra ensuite faire un premier tri pour animer un temps de questions-réponses en deuxième partie de webinaire. Donc vraiment, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions. Voilà un petit peu pour les mots d'introduction. Sans tarder, je cède la parole à Isabelle Valentin pour la présentation générale de la Solidéo. Isabelle ? Je t'entends pas, hein. Voilà, on t'entend. On t'entend plus. Vous m'entendez très bien? Autant, parfaitement. Excusez-moi. Oui, bonjour à tous. Isabelle Valentin, directrice générale de la Solidéo, générale adjointe de la Solidéo. Et je vais commencer ce matin par vous présenter, comme le disait tout à l'heure Alexandre, tout l'écosystème de la Solidéo et de l'organisation pour le développement du projet olympique. Voilà. Donc,
Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi l'organisation des Jeux. Donc aujourd'hui, les Jeux Olympiques de Paris 2024 vont se dérouler sur plusieurs territoires nationaux. D'abord sur le Isabelle, ton micro a été coupé. Ça saute de temps en temps. Je ne comprends pas pourquoi le micro est coupé. C'est bon, on te réentend. Je vais essayer un autre. On t'entend là, tu peux continuer. Vous m'entendez mieux là? Vous m'entendez? Très bien, oui. Parfaitement. Oui, bon. Donc, je disais que la majeure partie des épreuves olympiques vont se dérouler sur l'Île-de-France, mais que le contexte olympique se développe sur tout le territoire national, voire même plus loin, puisque vous avez les épreuves de surf qui se feront à Tahiti de mémoire. Voilà. Donc, sur les zones franciliennes, nous avons énormément d'épreuves qui vont se dérouler autour dans la Seine-Saint-Denis et autour du village olympique qui a été situé donc sur l'île Saint-Denis, sur Saint-Ouen et sur Saint-Denis. Slide suivante. Alors, comment on s'organise parce que vous entendez parfois parler de Paris 2024, vous entendez parler de la Solidéo, et puis d'un certain nombre de collectivités qui sont mobilisées autour des Jeux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les Jeux sont structurés d'abord par une ville hôte, c'est la ville de Paris qui a porté sa candidature auprès du CIO pour l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Autour de cet acteur principal, deux entités se sont développées. Une entité qui a la responsabilité d'organiser l'événement proprement dit, Paris 2024. Le président Tony Estanguet, donc un sportif, et autour de Tony, un ensemble de professionnels de l'événementiel pour organiser 2 fois 15 jours, c'est-à-dire les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques qui se développent pour les Jeux olympiques fin juillet 2024, demi-août, et pour le para fin août, début septembre. Parallèlement à cette organisation, qui est l'organisation événementielle, une organisation de la production des équipements et des infrastructures nécessaires pour organiser ces Jeux et qui resteront après les Jeux. C'est le rôle de la Solidéo. Donc nous sommes un établissement public. Donc notre conseil d'administration est composé uniquement de personnalités publiques et notamment de l'État. Et nous avons en charge la réalisation de l'ensemble des sites olympiques qui resteront après les Jeux. Alors, nous avons, slide suivante, nous avons la charge soit de réaliser directement des ouvrages olympiques, et je vous en parlerai tout à l'heure, notamment sur les villages, où nous avons la charge d'organiser les flux financiers pour la réalisation des opérations olympiques qui se font pas directement par Solidéo, mais par des collectivités. Donc, vous avez en fait des ouvrages olympiques qui sont réalisés par la ville de Paris, par la métropole, par la ville, par pleine commune. Enfin, nous avons un certain nombre d'objets olympiques qui sont réalisés directement par les collectivités et d'autres qui sont réalisés par Solidéo. Les objets qui sont réalisés par les collectivités
sont financés par une organisation financière qui passe par Solideo. Slide suivante. Alors, vous voyez que c'est donc une coordination un peu complexe qui a été mise en place de telle sorte que l'ensemble soit structuré autour d'une coordination menée par Solideo. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. La présentation de ce matin, il faut juste que vous ayez en tête qu'il y a une coordination générale Solideo et dans cette organisation, nous avons un rôle de supervision de l'ensemble des ouvrages à réaliser. Slide suivante. Maintenant, on va s'attacher plus particulièrement dans cette présentation sur le village des athlètes qui est ce qui va plus nous concentrer ce matin et sur lequel on va avoir une présentation plus développée. Alors, le village des athlètes se compose en fait de deux opérateurs. Il y a d'une part Plaine Commune Développement qui développe le village côté Île-Saint-Denis, qui était une opération qui a été lancée avant la réflexion sur les Jeux Olympiques. Donc, c'était une opération d'aménagement et la dernière partie de cette opération sera consacrée à recevoir dans un premier temps les athlètes, puis après devenir la suite du projet urbain sur l'île Saint-Denis. Il y a une deuxième partie où c'est Solideo qui est directement maître d'ouvrage. Donc, maître d'ouvrage, cela signifie que c'est Solideo qui a la charge de la réalisation, de l'aménagement de ce projet. C'est ce que vous voyez sur cette image. C'est la réalisation des ouvrages qui seront faits sur la partie Saint-Ouen et Saint-Denis du village des athlètes. Slide suivante. Alors là, vous voyez un petit plan qui traduit ce que je viens de vous dire. Donc sur l'île Saint-Denis, ce que vous voyez écrit ZAC Écoquartier Fluvial, ça concerne l'opération menée par Plaine Commune Développement et qui recevra une partie des athlètes. Et puis vous avez une deuxième partie qui est donc sur Saint-Denis et sur Saint-Ouen, et que nous appelons la ZAC du village olympique et qui est menée par Solideo. Qu'est-ce que comporte ce projet? Ce projet, il a la particularité de devoir répondre à deux missions. Une mission, donc accueillir les 14 000 athlètes et accompagnants nécessaires pour les Jeux Olympiques. Et il doit aussi répondre aux besoins du territoire après 2024. La particularité et le travail qui a été fait aussi bien en phase candidature que par la suite par Plaine Commune Développement ou par Solideo, c'est de mener une réflexion un peu différente de celle qui avait pu être menée dans les précédents projets olympiques. Dans les précédents projets olympiques, on se disait qu'il fallait faire un village pour les athlètes et après on le reconvertissait, on le traduisait, on le reconvertissait pour l'héritage et pour que les logements construits puissent bénéficier aux populations suivantes. Ce qui a été pris comme option, là, c'est l'inverse. C'est de dire que on construit un projet urbain, on définit avec la collectivité qu'est-ce qui est nécessaire dans ce territoire de développer pour répondre aux besoins des populations. Et une fois qu'on a défini les besoins, comment on reconvertit pour les Jeux Olympiques ce que nous avons défini pour l'héritage et qui peut recevoir les athlètes. Donc vous voyez que on est parti sur un raisonnement inverse permettant d'assurer toutes les fonctionnalités nécessaires à
un projet urbain de qualité pour après les Jeux. C'est dans ce cadre-là que nous avons défini d'abord un projet qui présente toutes les fonctionnalités d'une ville, à savoir aussi bien des commerces, des bureaux, des activités, des équipements publics, des écoles, des crèches, des espaces publics. Et nous avons aussi, dans ce cadre, réfléchi sur toutes les fonctionnalités annexes des espaces publics, mais j'y reviendrai après. La deuxième particularité, c'est que nous nous inscrivons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un projet olympique et paralympique. Et ça, c'est très, très important. Et j'insiste sur ce sujet-là par rapport à vos propres réflexions que nous évoquerons plus tard. C'est que ce projet doit accueillir les Jeux paralympiques. Et là, pareil, souvent dans la réflexion des projets urbains, on travaille le projet urbain et puis dans un deuxième temps, on réfléchit de savoir comment ce projet pourra être accessible à toutes les personnes en situation de handicap. Ce que nous avons recherché à faire, ce que nous avons fait, ce sur quoi nous avons travaillé avec les associations, c'est de se dire d'abord, fait un projet qui soit accessible à tous les handicaps. Et ce qui a été notre fil conducteur et de réflexion sur la définition des espaces publics, c'est d'abord qu'ils soient accessibles à tous. Et après, on a travaillé le projet urbain en conséquence. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important qui sera notre réflexion pendant toute la mise en œuvre des espaces publics. Slide suivante. Alors là, vous avez d'une manière très schématique et bien évidemment dans les consultations, on aura des documents plus précis sur le plan, ce que nous appelons dans le jargon urbain le plan masse, à savoir les petits carrés et les petits rectangles, c'est les bâtiments construits, et tout ce que vous voyez en vert et en voilà, et on voit les voiries, donc les voiries et les espaces publics qui seront en complémentarité des projets de construction. Vous le voyez plus particulièrement dans le petit carré à côté, ce qui est en bleu et en vert. Sur ces espaces publics, qu'est-ce que nous avons recherché à faire? D'abord, nous sommes dans un espace public, dans un territoire d'histoire de l'industrie. Hein. On est sur l'Est parisien. Pendant longtemps, ce territoire était impacté par des grandes emprises industrielles. Nous sommes toujours près de la Seine. Donc la Seine, pendant de 1850 à 1950, était le lieu où se développaient toutes les grandes industries. Vous avez comme ça un historique le long de la Seine. On pourrait Boulogne, Saint-Denis, le Valois. Vous aviez des grandes emprises industrielles et Saint-Ouen de même. Et donc nous avons à travers le travail qui a été le nôtre, de savoir comment reconvertir ce grand passé historique industriel en de nouveaux quartiers de ville, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, on n'est plus du tout sur les mêmes occupations territoriales, et vous retrouverez à travers l'organisation d'espaces publics des traces de ce passé industriel, et en même temps toute une reconversion et tout un travail de couture
pour faire en sorte que ces grandes emprises industrielles puissent être aujourd'hui reliées les unes aux autres et de faire en sorte que du centre-ville de Saint-Denis, on passe au quartier du Landy, du quartier du Landy, on passe au quartier Pleyel, du quartier Pleyel, on passe à la Seine, de la Seine, on passe à Saint-Ouen. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait par les urbanistes et par l'agence de Dominique Perrault, de voir comment, quand on a redéfini le projet urbain, comment on assurait cette continuité pour ceux qui connaissent mieux le secteur, c'est-à-dire de la ZAC des Docks jusque à Saint-Denis. Et de la même manière, comment on a aussi une couture entre Saint-Denis et l'île Saint-Denis. Donc, élément aussi très important qu'il faut que vous arriviez à vous représenter, c'est justement tout ce travail de projet urbain, de couture et le rôle que les espaces publics jouent dans ces coutures. Troisième réflexion que nous avons menée, c'est la géographie du lieu. La géographie du lieu, c'est la Seine et les coteaux. Alors évidemment, quand vous vous promenez sur Saint-Ouen, vous sentez cette géographie sans parfois peut-être l'avoir, vous la sentez sans vraiment la formaliser. Aujourd'hui, Saint-Ouen et le lieu de Saint-Ouen, c'est on est sur les coteaux, on domine la Seine et on a une végétalisation qui a survécu, je dirais, à l'industrialisation dont je vous ai parlé. Et le travail que nous avons mené avec les équipes de Dominique Perrault, c'est d'avoir, je n'ai plus de présentation, c'est normal, voilà. Oui, si vous pouvez ne pas demander le partage d'écran pour qu'on puisse laisser la présentation, merci. Voilà. Et donc, c'est le travail mené, c'est d'avoir une remise en valeur des coteaux dans ce projet d'espace public. On va peut-être passer aux slides suivantes. Donc, pour illustrer tout ce que je viens de vous dire, voici quelques images du travail en cours avec les agences d'architectes et d'urbanistes de Dominique Perrault et de tous les architectes qui travaillent pour les opérateurs. Alors ça, c'est une image, il faut vous imaginer, on est sur la Seine et donc on voit le Mailfinot et c'est une image qui traduit ce que je viens de vous dire. Premièrement, le lien de la Seine au projet urbain. Deuxièmement, le travail du coteau. Et troisièmement, l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Et vous voyez qu'on a retravaillé le coteau de telle sorte de faire que quel que soit le handicap que vous avez, vous pouvez aller de la Seine jusqu'au cœur du projet. Slide suivante. Là, nous sommes sur les berges. Comme j'ai pu vous le présenter, vous comprenez bien que la Seine est un élément important dans ce projet. Et surtout aussi, ce qui a été travaillé, c'était de rouvrir le quartier qui pendant longtemps avait été fermé par rapport à des logiques industrielles. En gros, la ville était coupée de la Seine par ces grandes emprises industrielles et tout le travail qui est à faire, c'est à nouveau de redonner l'usage de la Seine aux habitants des quartiers. Après, slide suivante. Slide suivante. Oui, ça met du temps à se connecter.
Voilà. Je l'ai passé, mais voilà. Alors, là, nous sommes sur le haut du coteau, côté Saint-Ouen. Au fond, vous avez l'église de Saint-Ouen, pour ceux qui connaissent un peu les lieux. Vous sentez à travers cette représentation le coteau. Côté de l'église, en bas de l'église de Saint-Ouen, il y a quelques vignes qui mettent en avant justement le passé agricole des communes de Seine-Saint-Denis, et vous avez la Seine. Slide suivante. Alors là, nous sommes sur la rue Saint-Denis, la rue Ampère, c'est-à-dire nous sommes à l'intérieur du projet. Cet axe est important. Au fond, vous avez les docks de Saint-Ouen, vous avez le vieux Saint-Ouen, et dans le dos de l'image, vous avez la cité du cinéma Saint-Denis et le projet côté Saint-Denis. Ce que vous voyez là, c'est un axe sur lequel on vous demandera si vous êtes intéressé par notre consultation de réfléchir. Donc voilà, c'était une représentation du travail qui est en cours avec les architectes sur ce lien très important. Aujourd'hui, on ne sent pas le lien entre Saint-Ouen et Saint-Denis. Demain, par cette artère, on sera sur un quartier unique. Là, nous sommes côté Saint-Denis, et vous avez, si vous pouvez montrer Alexandre, voilà. Là, nous sommes sur une halle qui est ce que nous appelons la halle Maxwell, qui est une halle qui autrefois abritait les usines d'EDF, puisque la particularité aussi de ce site, c'est que nous avons donc, comme je vous le disais, un patrimoine industriel très important, et notamment tout le site que vous voyez concernait l'usine de fabrication d'électricité d'EDF. Donc c'était les usines du début du XXe siècle. Vous aviez la Seine, vous aviez les usines qui utilisaient le charbon, et on faisait en fait l'électricité à base de charbon. Vous avez au fond la cité du cinéma, qui est aussi un patrimoine industriel remarquable. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ce lieu avec un grand hall. Et vous avez sa petite sœur qui est donc ce qu'on appelle la halle Maxwell, et qui sera reconvertie en commerce, en hall de restauration, qui sera relié au projet de bureau que vous voyez entre les deux. Voilà. Ce qui est important que vous preniez en considération, c'est justement ce patrimoine industriel revalorisé, et qui aura toutes ses fonctions. C'est pas un patrimoine, je dirais, mort, hein, c'est un patrimoine vivant, et qui va retrouver à travers ce projet de nouvelles fonctions. Slide suivante. Là, c'est une représentation. Donc, on voit à droite le Mail Finot qui redémarre, et vous avez sur votre gauche des projets d'habitation avec en rez-de-chaussée des halles très importante. Il faut savoir que nous avons dans ce projet urbain des locaux en rez-de-chaussée très importants, qui permettent d'avoir
et des locaux de commerce et des locaux d'activité, et notamment énormément de locaux d'associations, de convivialité, de lieux où on va réinventer la manière de pouvoir se rencontrer à nouveau. Une représentation des locaux sportifs qui ont été proposés par les opérateurs et qui seront face à la scène. Donc le calendrier, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a bien sûr une première mission, c'est de livrer pour les Jeux. Donc tous les projets que je vous ai présentés devront être achevés fin 2023 pour être remis à Paris 2024 et au CIO qui feront les aménagements intérieurs nécessaires pour l'accueil des athlètes pour juillet 2024. Jusqu'au mois de septembre 2024, ces lieux sont utilisés pour les Jeux olympiques et paralympiques. Et puis après, il y a un travail de reconversion nécessaire puisqu'il y a certains lieux qui ne seront pas faits en phase définitive et notamment le parc Ampère puisque il y a la nécessité d'accueillir les cars, il y a nécessité de développer des lieux temporaires pour des accueils des athlètes. Et après, nous avons aussi les chambres des athlètes qui devront être reconverties à nouveau pour l'usage des bureaux ou la réorganisation des logements. Donc, le village, le quartier fonctionnera en termes d'héritage pleinement à partir de l'été 2025. À partir de toute cette comme je vous l'ai dit, on a aussi développé différents axes de réflexion pour que ce quartier soit un quartier totalement réfléchi pour l'héritage. Donc, je vous ai parlé des commerces, je vous ai parlé des espaces publics, je vous ai parlé de l'accessibilité. Et dans cette réflexion, nous avons mené une réflexion aussi particulière sur la place de l'art dans le projet urbain. C'est une réflexion que de nombreux projets urbains développent actuellement et nous avons souhaité faire en sorte que cette réflexion puisse s'inscrire très tôt et non pas qu'elle arrive, je dirais, une fois le quartier développé. Slide suivante. C'est la raison pour laquelle on a défini plusieurs axes dans la réflexion. Après, je laisserai Laure et Gaël vraiment développer ce sujet-là, mais de dire que le travail que nous avons mené avec la direction artistique, c'est de dire, écoutez, nous, voilà ce que nous faisons dans le développement urbain. Nos objectifs, c'est vraiment que la place de l'art soit vraiment inscrite dès la réflexion de la conception du projet, de telle sorte que l'art participe aussi à la sensibilité du projet urbain et à faire en sorte que dans notre réflexion, notamment sur l'accessibilité à tous et sur les personnalités qui seraient en difficulté de se retrouver dans l'espace, on puisse inscrire la réflexion artistique dans ce projet. Et puis, il va quand même passer un événement extraordinaire pendant la phase des Jeux. Donc, il va se passer un événement extraordinaire au niveau de ce quartier. Et il faut que
une fois le projet, une fois les jeux réalisés, que nous sentions, que nous célébrions ce qui s'est passé pendant cette phase extraordinaire. Donc, il y a ce lien entre un événement qui est hors norme, hein. Les Jeux Olympiques en France, pour le moment, c'est une fois tous les 100 ans. Donc, il faut que on puisse le marquer dans la réflexion de la démarche artistique. Comment nous avons procédé pour pouvoir avoir une traduction opérationnelle de nos réflexions? 2 axes. Dans les espaces privés, nous avons demandé au niveau des opérateurs à ce qu'ils poursuivent cette réflexion de l'art dans la ville et de se dire que cette sensibilité, il fallait qu'elle se retrouve à tous les niveaux, aussi bien dans la réflexion des espaces publics que dans la réflexion des espaces privés. Donc il y a toute une démarche qui est en cours avec les opérateurs et qui réfléchissent au sein de leurs espaces privés, que ça soit dans la représentation de leur façade, dans la représentation au niveau de leur espace intérieur, le cœur d'îlot. Donc il y a toute une réflexion sur l'imprégnation de leur propre démarche artistique dans leurs espaces. Et puis nous sommes interrogés de la manière comment inscrire l'art au sein des espaces publics, et nous sommes arrêtés sur la consultation auprès de toute réflexion artistique dans le cadre de 6 consultations. Et pour mener à bien cette réflexion, nous avons fait appel à une direction artistique et à travers pour la définition de cette démarche et sur l'organisation de ces appels à création. Slide suivante. Et donc dans cette démarche, on donc fait appel à Manifesto, et ça va me permettre de pouvoir passer la parole à Laure et Gaël qui vont vous présenter plus particulièrement cette démarche artistique. Bonjour à tous. Merci beaucoup Isabelle. Donc effectivement, vous remerciez tous d'être aujourd'hui présents et pour votre intérêt pour ce premier appel à création qui est lancé. Je pense que à présent, la présentation du village n'a plus de secret pour vous, et la compréhension à la fois de la géographie et du projet architectural est beaucoup plus claire. Peut-être simplement vous dire quelques mots là de la part de Gaël et de mon côté sur les attendus et la manière dont on a pensé ces appels à création et ce projet artistique pour l'ensemble du village. Donc 2 mots. Moi, je dirige Manifesto depuis aujourd'hui 5 ans. On est une entreprise à la fois d'ingénierie culturelle et de production artistique. On a monté également un incubateur d'artistes à la porte de Clichy qui s'appelle Push, et on travaille très régulièrement avec Gaël Charbot, qui est un directeur artistique et commissaire de nombreuses expositions, et qui a aussi été de la Nuit Blanche. Et on a travaillé depuis à peu près maintenant 1 an, main dans la main avec la Solidéo, sur cette question qui n'est pas simple de quelle commande artistique de manière pérenne dans un lieu qui, comme vous l'avez vu, va avoir plusieurs vies et donc plusieurs publics entre le lancement, la phase pré-jeu, la phase des jeux et la phase héritage. Et cette naissance d'un nouveau quartier en phase héritage. On a énormément travaillé avec l'agence Perrault qui est donc l'urbanisme de l'ensemble de la zone, et qui a pensé de manière assez
pousser ces espaces publics, et puis également avec les collectivités territoriales. Et vous le savez, que ce soit Plaine Commune, Saint-Denis, Saint-Ouen, ce sont des collectivités pour qui les interventions artistiques et la dimension artistique et culturelle dans la ville et dans le développement d'un quartier sont des éléments très chers et très forts. Et donc c'est vraiment un travail commun qui est aujourd'hui mené pour développer ce projet artistique qui va s'articuler. On a fait ce choix de concert avec la Solidéo et avec Gaëlle d'écrire un récit dont va vous parler Gaëlle, un fil rouge assez fort qui puisse accompagner l'ensemble de cette dimension artistique, et des appels à création. C'est le premier qu'on lance aujourd'hui et qui va permettre aux uns aux autres de s'exprimer sur ces différents projets. Gaëlle, est-ce que tu veux présenter peut-être ce fil rouge, ce récit sur lequel on a travaillé ensemble? Oui, alors confirme-moi qu'on m'entend bien. Oui. Ok. Donc effectivement, toute cette démarche artistique, elle s'articule autour d'un récit. Pourquoi un récit? D'abord pour éviter d'avoir une espèce de plaquage abstrait de concepts comme ça sur tout ce qu'a décrit Isabelle, c'est-à-dire toute cette richesse urbaine et toute cette problématique surtout. Vous avez compris que c'est un projet bien sûr qui a une grande complexité et urbaine et dans le calendrier, etc. Et il nous a semblé que c'était peut-être plus simple aussi en termes de communication, mais aussi pour aider les artistes en réalité à répondre à ces problématiques, que de suivre un fil rouge, de suivre un récit. Et puis par ailleurs, si j'ai vu que parmi les inscrits, il y avait quelques personnes que j'ai croisées à la mairie de Paris ou dans des aventures précédentes, vous savez que la question du récit, de cette forme d'écriture de l'art est une préoccupation. Donc il me semble que ça a fonctionné et que c'est quelque chose qu'on peut continuer à développer. Alors ceci, comment on a procédé? On a créé une espèce de charpente, de structure, de squelette, si on veut, d'un récit qui vient en fait prendre en charge un certain nombre des problématiques dont a parlé Isabelle et qui sont très nombreuses et sur lesquelles on pourrait totalement consacrer un séminaire entier, et qui est au cœur de la réflexion d'urbanistes, d'architectes, de philosophes, de sociologues, et de politique bien sûr aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette ville de demain, comment est-ce qu'elle se construit, comment est-ce qu'on construit la manière de vivre ensemble. Et évidemment, l'art et les artistes ont un rôle extrêmement important à jouer dans cette construction. C'est jamais inutile de le rappeler. L'idée de l'art dans la construction de la ville, c'est pas de venir dans une forme d'illustration comme un peu la petite cerise sur le gâteau, mais c'est vraiment de participer finalement à un débat, de participer à une lecture, de participer à des valeurs qu'on essaye de porter pour cette ville de demain et cette manière d'habiter ensemble. Donc ce récit, il pose en réalité en filigrane, il pose de manière, là pour le coup, un peu conceptuelle, sous forme de mots-clés, sous forme de notions, des thématiques, des angles sur lesquels on souhaite embarquer avec nous les artistes, les convoquer et les faire réfléchir de manière à produire des œuvres qui soient dans un contexte, qui soient efficaces en termes de, je sais que l'art c'est pas fait pour être efficace, mais qui soient en tout cas efficaces au sein de cette problématique. Et puis évidemment qu'ils puissent développer toute la poésie, toute la liberté, toute la générosité, tout l'altruisme dont l'art est un vecteur, est un porteur. Donc ce récit se divise en 6 chapitres, on y viendra sur la slide d'après. Il a pour titre, on le voit ici, Courant fertile. Courant fertile, les récits, il faut leur trouver un titre, et puis il faut essayer de faire en sorte que ça parle d'une certaine manière sans trop en dévoiler de ce qu'on essaye d'en faire et d'en dire, et de mettre à l'intérieur, un peu comme une grande recette de cuisine. L'aspect des courants renvoie à des choses qu'Isabelle a évoquées auparavant, bien sûr, c'est le fait que ce quartier est bordé par la Seine, donc c'est un élément évidemment très très fort et très prégnant comme ça de l'implantation de ce quartier. Le courant, c'est aussi les courants renvoient évidemment au passé industriel du quartier et à la présence d'EDF, de la production d'électricité. Et puis les courants, c'est aussi la course sportive, c'est aussi ce fluide finalement qui circule entre nous et ce qu'on essaie de projeter vers l'avenir, de cette sensibilité artistique qui va tenter d'exister au sein de ce village. Et fertile, pourquoi fertile? Évidemment parce que la fertilité, c'est la création,
c'est ce qu'on produit aujourd'hui qui va se développer dans l'avenir. Et puis, c'est évidemment toute la relation au vivant, puisque la dimension écologique, la réflexion sur la présence de la nature, comment est-ce que les artistes travaillent ces questions-là, était pour nous essentielle. Donc, Courant Fertile vient un peu prendre en charge toutes ces notions et toutes ces si vous le souhaitez. Alors ce récit, je dirais de manière très concrète, dans l'histoire de ce quartier, dans l'histoire des Jeux Olympiques, il raconte finalement une chose que je dirais tout le monde peut comprendre et dans lequel chacun peut se projeter. C'est finalement l'histoire d'une figure héroïque et cette jeunesse 2024. Il faut rappeler qu'on le perd souvent, on le perd parfois de vue, mais que les athlètes qui vont venir participer aux Jeux Olympiques, ce sont des adolescents pour la plupart aujourd'hui. En 2024, ils ont parfois 20 ans, 21 ans, 22 ans. Alors pas tous, il y a des athlètes qui sont un peu plus âgés, mais c'est une génération qui est très très jeune. Donc il faut jamais le perdre de vue. Il y a vraiment cette dimension-là. Donc c'est une génération qu'on va essayer d'accompagner. Cette génération, pour qu'il y ait un récit, il faut qu'elle soit appelée à l'aventure. Donc, c'est évidemment l'accueil et la participation au JO. Dans ce monde en mutation qui est le quartier Pleyel et le Vieux Saint-Ouen, dont Isabelle a rappelé un certain nombre des enjeux. Dans ces récits, alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous savez que moi, j'essaie toujours d'aller puiser aussi dans les grands récits d'histoire, dans les mythologies, pour voir ce qui nous structure finalement. Nous sommes le fruit de ces récits et nous, inconsciemment ou non, nous participons à ces récits. Et dans ces grands récits, il y a toujours un vecteur naturel, il y a toujours une montagne, il y a toujours un lac, il y a toujours quelque chose qui est très fort. Et il se trouve que là, ça tombait bien, on a évidemment la Seine qui porte un certain nombre de forces comme ça qui bordent le quartier. Dans les récits, il y a toujours des alliés aussi pour aider entre guillemets le héros. Donc évidemment ici, ce sont les artistes en premier lieu, mais on a souhaité, et on aura certainement l'occasion de le redire après, que ces artistes cèdent et s'appuient sur des acteurs locaux, des associations, des écoles. J'ai pas eu encore l'occasion de le dire, mais c'est le moment probablement. L'idée première de notre démarche, c'est de dire qu'on ne peut pas, dans une démarche comme celle-ci, venir plaquer des concepts artistiques, des propositions toutes faites sur un quartier qui se construit et sur l'avenir qu'on essaie d'en ensemble. Donc, il faut que la démarche artistique, elle pousse de l'intérieur du quartier et de ses problématiques. Et évidemment, la première chose à faire, c'est d'aller voir des habitants, des écoles, des associations, des gens qui sont présents et qui vivent déjà aux alentours ou voire même presque sur le site, pour que les artistes puissent s'imprégner, discuter avec eux et construire avec ces acteurs locaux la démarche artistique. Donc ces alliés sont déjà présents et il faut que ça s'étende le plus possible. Ces héros, d'une certaine manière, vont être inspirés par des mentors qui sont là de manière un peu provisoire, qui sont les athlètes qui vont donc occuper ce quartier avant les habitants, contre des ennemis pour faire un bon récit. En règle générale, dans la majorité des cas, il y a toujours un ennemi qui arrive à un moment. Et nous, on a identifié comme premier ennemi l'indifférence à l'histoire. Il va falloir que la démarche artistique, elle porte l'histoire aussi de ce quartier. C'est principalement le cas de ce premier appel à projet qu'on lance aujourd'hui qui s'appelle Racine. Aussi l'ennui urbain, comment est-ce que l'art, comment est-ce que la création artistique, elle peut nous sortir d'une espèce de monotonie urbaine. Évidemment, je ne dis pas du tout ça à l'endroit des urbanistes et des architectes, mais comment est-ce que l'art peut nous faire changer des habitudes, nous faire voir les choses autrement. Comment est-ce qu'on peut au quotidien continuer à être surpris par l'endroit dans lequel on habite ou l'endroit qu'on traverse pour aller prendre le métro ou en rentrant du travail. Il y a aussi évidemment l'exclusion sociale. Comment est-ce que l'art peut aider à fédérer, à faire rencontrer l'autre. Et puis bien sûr l'ennemi qui serait l'aveuglement écologique, c'est-à-dire que dans cette démarche artistique, un certain nombre d'étapes de nos appels à création, la question écologique, la présence de la nature, la manière dont on peut manifester cette nature et notre synergie avec elle doit figurer. À la recherche d'un Graal commun, chaque histoire et chaque récit a pas toujours, mais enfin en tout cas quand ils sont mythologiques et quand ils fondent comme ça des grandes histoires avec un grand H, ils ont un Graal commun et c'est cette ville qu'on aimerait peut-être plus sensuelle, où on aimerait donc, je l'ai déjà dit, plus d'inclusion sociale, une réelle réflexion sur l'environnement et finalement les équilibres entre habiter et vivre en harmonie avec cet environnement naturel et surtout aussi l'imaginaire collectif, c'est-à-dire comment est-ce que les artistes peuvent nous aider à nous projeter, à construire comme ça une poésie et des choses qui ne sont pas des questions-réponses, qui ne sont pas simplifiées, mais qui montrent la complexité du monde, qui montrent la richesse de ce que c'est de vivre ensemble et tout ce que cette ville peut produire justement d'interaction. Je vais faire vite parce que je sais que je peux parler trop longtemps.
Donc ce récit est articulé en 6 chapitres qui eux-mêmes sont en gros regroupés selon 3 grandes thématiques que j'ai déjà abordées. D'une part l'histoire, les questions. Il faut que l'art permette cette couture, permette cette jonction entre notre présent, notre passé, notre futur. Les artistes savent très bien faire ça et savent angler les choses d'une manière qui est évidemment pas forcément caricaturale. L'environnement, on en a déjà parlé. Et puis la diversité dont j'ai aussi parlé. Et donc on a 6 chapitres qui sont chacun, on dirait par binôme, d'une certaine manière, dans chacune de ces grandes thématiques. Aujourd'hui, donc celui sur lequel on se concentre, c'est ce chapitre Racines, qui va devoir affirmer ce territoire, qui va en affirmer toute la complexité que rappelait Isabelle tout à l'heure. Il y aura une deuxième chapitre qui s'appelle Naissance, qui sera plus lié à l'arrivée des athlètes, à ce que j'ai appelé un souffle de vie. Un troisième chapitre qui s'appelle Seuil, et où on va regarder finalement ce bâti, on va regarder comment les choses se sont construites et quels angles, quels seuils justement. Je trouve que seuil est un mot très très ouvert et très complexe finalement pour parler aussi de la position des artistes dans la ville. Comment est-ce que ils vont nous aider à regarder ce territoire. Symbiose, qui est le 4e chapitre et qui est essentiellement tourné sur cette relation à l'environnement. Comment est-ce que les artistes nous aident non pas seulement à mettre du vert dans une peinture, on est d'accord que là on ne cherche pas à être dans l'illustration. On n'est pas dans l'illustration, on n'est pas dans un travail d'école maternelle où on dessine une maison, où on fait du vert parce que le vert égale arbre ou nature. On cherche des artistes et on cherche des créateurs qui vont aller bien au-delà, qui vont peut-être modifier des usages, qui vont proposer des lectures du monde qui sont très riches et très très ouvertes. Et donc par exemple dans Symbiose, peut-être que la relation à la nuit est une chose à interroger. Qu'est-ce que c'est la nuit dans un quartier? Qu'est-ce que c'est que le vent? Qu'est-ce que c'est que la température? Quelles sont les choses microscopiques qui nous environnent et qui sont du vivant? Voilà, c'est pas seulement, représenter un oiseau égale écologie. Qu'on soit très clair sur ces questions-là. Et puis un 5e chapitre qui sera épreuve et qui est évidemment plus lié à la manière dont on parcourt ce village, à la manière dont on va l'expérimenter physiquement d'une certaine manière. Comment est-ce que les artistes peuvent nous aider à circuler dans la ville? Comment est-ce qu'ils nous aident aussi peut-être à nous faire décirculer, à nous perdre, à nous faire emprunter des chemins de traverse autrement que ceux efficaces qui seraient le boulevard qui va directement de ma maison au métro. Et puis un dernier chapitre sur lequel on est encore en grande réflexion, qui serait autour de ce que j'ai appelé magie collective, et qui serait une réflexion sur la manière dont on peut célébrer les choses, puisqu'on va célébrer un grand événement, Isabelle le rappelait, rarissime, qui sont les Jeux Olympiques. Alors comment est-ce que des artistes peuvent nous aider à créer, pourquoi pas, une mémoire vivante de notre quotidien, pourquoi pas aller vers le spectacle vivant, etc. Donc ces 6 chapitres sont des incitations, des contextes, des cadres, mais ils ne sont pas écrits. Donc voilà, c'est un récit qui n'est pas écrit, c'est un peu paradoxal, et on l'a pensé de manière à ce que les artistes puissent se projeter dans ces concepts, et évidemment ne pas passer au travers, c'est-à-dire ne pas nous proposer pour Racine la sculpture qui sort de leurs ateliers et qui représente une racine. C'est pas forcément exactement ça, c'est plutôt comment est-ce que vous pensez les racines dans un quartier en transition comme celui-ci, et qu'est-ce que ça signifie les racines. Et là, on ouvre les imaginaires. Voilà comment tout à fait. Comment est-ce qu'on a pensé les choses? Je n'ai pas besoin de développer tant que ça, puisque effectivement, ça a été beaucoup dit déjà sur ce passé industriel à la fois de Saint-Denis et de Saint-Ouen. Il y a un passé culturel évidemment. Il y a aussi la manière dont on va se projeter vers l'avenir. Donc là, ce qu'on attend, on n'a pas, je dirais, de préalable esthétique, on n'a pas de préconçu, et ceux avec lesquels j'ai déjà travaillé le savent. Moi, j'aime bien justement ne pas aller vers ce que j'ai pressenti. Je pense que mon rôle aussi de directeur artistique, c'est d'être le premier surpris et de pas forcément me dire il faut coller un tel, c'est les meilleures réponses à apporter. Aujourd'hui, les réponses, elles doivent se construire ensemble. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire de plus honnête, je dirais, artistiquement, c'est de créer ce cadre qui a été une discussion avec la Solidéo, une discussion avec Dominique Perrault, avec un certain nombre d'acteurs et évidemment les collectivités locales. Comment est-ce que on peut présenter au mieux ce contexte et des problématiques qu'on a perçues, qu'on a senties et qui nous semblent nécessaires, et comment est-ce que les artistes vont nous surprendre dans leurs propositions de projets pour répondre à cette question de la relation à l'histoire, de la relation au territoire industriel, à cette histoire ouvrière, et comment est-ce qu'ils peuvent s'imprégner de l'existant pour
accompagner la transition de ce quartier et quelle œuvre peut, quel projet artistique peut y répondre. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Bonjour, Christine Lecorne. Je vais vous présenter de manière un peu plus précise le premier appel à création qui vient d'être présenté par Gaëlle au niveau des intentions artistiques. Donc, comme le disait Isabelle tout à l'heure, notre démarche artistique, c'est 2 volets. Un volet sur les espaces privés qui sont à la charge des opérateurs, qui invitent des artistes à s'exprimer sur les futurs bâtiments, et des interventions dans les espaces publics. Donc, c'est ces appels à projets, appels à création qu'on va lancer entre fin 2020 et été 2022. Donc, une consultation égale un chapitre et une consultation égale un espace public. Donc, c'est des choses qu'on va vous présenter. L'organisation de l'appel à création va se dérouler de cette manière. Il va y avoir une phase candidature et une phase offre. La phase candidature, on va la lancer d'ici quelques heures, quelques jours, donc de mi-décembre. Elle va se clôturer fin mars 2021 avec 3 candidats qui seront invités à soumettre une offre. La phase offre, elle va démarrer. Les 3 candidats vont être invités à nous remettre une offre initiale début mai 2021. Nous aurons des oraux avec les candidats où nous échangerons sur les offres. À l'issue de ces oraux, les candidats sont invités soit à confirmer leur offre initiale, soit à nous remettre une offre définitive. Et puis, on sélectionnera l'attributaire de cet appel à création courant juin 2021. Donc, pour parler plus précisément de Racine, vous voyez à l'écran 2 cartes. Une carte à gauche qui situe la ZAC Village Olympique et Paralympique au cœur de la région Île-de-France, et une carte à droite où on a nos 2 projets présentés par Isabelle tout à l'heure, de l'écoquartier fluvial sur l'île Saint-Denis et de la ZAC Village Olympique et Paralympique sur Saint-Ouen et sur Saint-Denis. Donc, c'est le périmètre qui est en rouge à l'écran sur la carte, sachant que le village des athlètes, c'est ce qui est entouré dans le périmètre jaune. Donc, à l'écran, vous avez les différents espaces publics. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le périmètre en jaune. Donc, le périmètre de l'appel à création Racine, qui s'étend depuis la rue Ampère sur Saint-Denis jusqu'à la future place Ampère, côté Saint-Ouen-sur-Seine. Donc, cette réflexion, cette localisation pour l'appel à création, elle est symbolique puisqu'elle se situe entre les quartiers d'aujourd'hui et le futur quartier qui va naître. Donc un zoom un peu plus précis sur le périmètre. Donc vous voyez, c'est une rue qui va longer la Cité du Cinéma, qui va longer le collège de Ramar. Donc comme le disait Gaëlle, c'est des appels à création qui sont ouverts à toutes les pratiques artistiques. Donc ça s'adresse à la fois aux artistes, aux artisans, aux collectifs, aux associations, aux industries créatives et culturelles et aux autres acteurs concernés. La Solidéo et la direction artistique encouragent fortement la collaboration avec des acteurs du territoire, que ce soit habitants, associations. Là, on l'a vu, l'appel à création longe des équipements qui existent aujourd'hui. Et puis, c'est une consultation qui s'adresse à tous les champs créatifs, culturels et artistiques évoluant dans le champ large des arts visuels. La consultation, chaque consultation devra répondre à des exigences minimales. Donc, bien évidemment, c'est répondre à la problématique qui a été présentée par Gaëlle pour le chapitre 1 Racine. C'est une œuvre aussi qui devra être conçue pour être implantée dans le site qu'on vient de vous présenter. Et puis, c'est une œuvre qui devra répondre bien sûr aux normes d'accessibilité PMR dans l'espace public, et une œuvre qui va devoir être conçue hors site et stockée par le titulaire jusqu'à son installation, puisqu'en fait, les travaux vont être contraints par le calendrier et par un périmètre de sécurité qu'il faudra respecter. Ça sera développé dans le dossier de consultation qui sera mis en ligne, mais la Solidéo souhaite que ces propositions artistiques répondent aux ambitions de la Solidéo, puisqu'il y a des fortes ambitions qui sont portées sur l'excellence environnementale et l'accessibilité universelle.
Typiquement, pour l'excellence environnementale, c'est favoriser l'éco-conception des œuvres, apporter une contribution positive à la biodiversité. Pour l'accessibilité universelle, c'est par exemple encourager le design actif, donc inviter les gens à se déplacer dans le quartier. Et puis, on sera bien sûr attentif aussi à ce que l'œuvre soit perçue, comprise et appréhendée par tous les publics. Et bien évidemment, comme c'est une œuvre pérenne, il faudra que ça soit que le projet artistique intègre bien ces problématiques de conservation dans l'espace public de manière pérenne. Donc on attend une équipe qui est capable d'apporter, comme l'ont décrit Isabelle et Gaëlle, un regard sensible sur la conception du village, capable de collaborer aussi avec les acteurs du territoire, qui veille à la pérennité de l'œuvre dans l'espace public. Donc c'est une installation, une œuvre d'art qui devra être installée dans l'espace public envisagée en décembre 2023, et le budget de ce marché est de 105 000 € hors taxe. L'émission, il va y avoir 3 phases. La première phase, ça va être la conception et réalisation de l'œuvre d'art originale. La phase 1 va se terminer et la phase 2 va s'enclencher à la fin de la phase 1 avec l'installation de l'œuvre d'art originale. Et la phase 3, il s'agit d'une garantie technique d'1 an, donc jusqu'à décembre 2024. Et donc, c'est tout ce qui relève au bon respect du projet artistique. Donc, s'il y a une défaillance, on va dire technique, de l'œuvre installée dans l'espace public, le titulaire sera amené à corriger cette défaillance. Donc, on va lancer la consultation d'ici les prochaines heures, prochains jours. On informera sur nos sites internet, donc à la fois le site internet institutionnel et le site internet projet, de la mise en ligne de cette consultation. Elle sera accessible depuis la plateforme Maximilien. Donc, restez bien connectés. On transmettra aussi un mail aux personnes qui se sont inscrites aujourd'hui pour les avertir. Et donc, il y aura une communication publique sur le lancement de cet appel à création. Et merci à tous pour ces éléments, je pense, assez exhaustifs. Donc il est 11h, on a une petite heure en fait pour traiter les questions que vous pourriez éventuellement poser. Certains d'entre vous en ont posé par écrit pendant les présentations. On a essayé d'y répondre de manière la plus exhaustive également possible. Peut-être pour compléter les questions qui ont déjà été posées sur la question des consultations donc ouvertes aux artistes internationaux. La Solidéo en tant qu'établissement public est soumise au code de la commande publique. Donc par définition, l'ensemble de nos marchés sont ouverts à tous, pas uniquement donc aux artistes ou aux entreprises plus largement français. Donc oui, c'est ouvert effectivement à tout soumissionnaire possible. La seule contrainte étant que ils sont rédigés par définition en français et que par conséquent une maîtrise de la langue française paraît assez indispensable. Comme l'a dit aussi, je complète ce que tu as dit, Christine, mais Christine, tous ces marchés seront diffusés dès que notre direction juridique lance tout ça, seront diffusés donc sur le portail d'accès au marché public Maximilien d'Île-de-France, mais aussi sur 2 plateformes dédiées que sont Entreprise 2024 et ESS 2024, qui sont 2 plateformes gérées par le MEDEF et les canaux. Le MEDEF fait partie du conseil d'administration au même titre que d'autres partenaires sociaux, et donc nous aide aussi sur la communication de ces marchés-là. Donc vous avez une veille de tous les marchés liés au monde olympique sur ces plateformes, et si vous n'êtes pas référencé auprès de ces plateformes, on vous y invite vraiment. Donc voilà un petit peu pour compléter toute la communication qu'on peut faire autour de ces marchés. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions particulières ou si vous préférez ou si on peut donner peut-être la parole. Alors je vois qu'il y en a qui tombent là. Donc, alors l'appel semble ne concerner que les projets d'art plastique, quid des arts vivants, sonores ou littéraires. Donc là, je pense que Christine ou Gaëlle peut-être, ou Laure, vous pourrez apporter des éléments de réponse, Christine.
Oui, je vais faire une première réponse et puis après je laisserai Gaëlle et Laure compléter. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir les consultations à tous les champs créatifs, quels qu'ils soient. Donc, c'est pas seulement les arts plastiques. Gaëlle, si tu souhaites compléter. Oui, on est tout à fait d'accord. Après, c'est voire même favoriser, je le dis, des questions. Il ne faut pas venir dans le village. C'est une question d'une forme de transversalité, donc il est évident que certains chapitres sont plus dédiés à auquel on a aussi réfléchi, donc effectivement c'est très très ouvert, et le spectacle vivant est aussi dans le dernier chapitre quelque chose sur lequel on essaye de penser quelque chose, donc vraiment c'est tout à fait ouvert. La contrainte, pour préciser, c'est qu'en fait, ces œuvres, pour les 5 premiers chapitres, en tout cas, elles doivent prendre en compte toutes les contraintes d'un espace public et d'être pérennes dans le temps dans cet espace public. Voilà, une autre question de Ounid. Donc, bonjour, où pouvons-nous trouver un référencement des associations basées sur place? Je ne sais pas qui, peut-être Isabelle. Je ne sais pas aussi ce que vous entendez par association, c'est assez large comme thématique, mais peut-être un premier élément avant de te donner la parole, Christine. On travaille en lien direct avec l'ensemble des collectivités concernées qui elles-mêmes ont des clubs, ou soit d'entreprises ou d'associations, et qui peuvent être aussi source de référencement. Je vois qu'il y a quelqu'un, Nora Herman, qui souhaite prendre la parole. Les micros sont coupés, donc n'hésitez pas à cliquer sur le... Pardon, j'avais coupé exprès pour ne pas faire du bruit, c'est moi. En fait, ce que je voulais dire, c'est que vous avez cité Maximilien et puis Entreprise 2024 et vous avez donné un autre nom. Oui. S'il vous plaît. Alors, la troisième plateforme, c'est ESS 2024, qui est une plateforme dédiée aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui est gérée par l'association Les Canaux, avec laquelle on a une convention de partenariat. Peut-être sur ce point, d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'à l'origine, dès le lancement de la Solidéo, notre direction générale a souhaité s'engager avec de manière assez ambitieuse sur un certain nombre d'objectifs en matière de notamment à travers une charte sociale. Et donc on a 3 grands engagements qui nous lient et qui sont déclinés concrètement par des clauses spécifiques dans nos marchés et aussi par l'ensemble des actions qu'on mène, comme celle-ci d'ailleurs. Le premier, c'est de faire en sorte que 25% de l'ensemble des marchés de la Solidéo soit attribué à des TPE, PME et entreprises de l'économie sociale et solidaire, ce qui dans le monde de l'aménagement est un engagement assez ambitieux. Le deuxième, c'est de faire en sorte que 10% de l'ensemble des heures travaillées soient dédiées à l'insertion professionnelle. Et puis le dernier, c'est bien sûr de faire en sorte que les marchés, les chantiers soient exemplaires, qu'il n'y ait aucun accident, aucun mort sur les chantiers, bien évidemment, et que tout ça soit le plus exemplaire possible. Donc la dernière plateforme, ESS 2024. Dans tous les cas, on remettra bien dans toutes nos communications tous les liens pour accéder à la consultation. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une question de Cyril Garbi. Quand vous parlez de chapitre Racine, il faudra le dernier chapitre pour un appel d'offres pour les spectacles vivants, en interrogation. Je ne sais pas, Gaëlle ou Christine, si vous souhaitez répondre à cette question. Vas-y, Gaëlle. Je pense que la réponse sera oui. Oui, la réponse est plutôt oui. Encore que cette forme, je dirais, de spectacle vivant qui serait souhaité, parce qu'effectivement, on essaye l'idée de ce chapitrage et puis de cette commande sur 6 chapitres, c'est aussi de croiser effectivement de plus de modes d'expression possibles. Idéalement, peut-être que certains projets peuvent porter en eux à la fois une dimension plastique, une dimension littéraire, une dimension sonore, etc., bien entendu.
Et puis, il y a cette question qui a émergé ces dernières années, ces dernières décennies, effectivement, du spectacle vivant, qui a des collusions avec les arts plastiques. Les arts plastiques, il y a beaucoup de plasticiens qui sont eux-mêmes, qui contribuent à des mises en scène. Il y a des metteurs en scène qui vont plus vers le champ des arts plastiques. Et évidemment, cette question du spectacle vivant, elle est plus cantonnée à la scène de théâtre, à la salle fermée, la performance, etc. Je ne vais pas faire un cours d'histoire de l'art ici, évidemment. Donc, on ne peut pas ne pas envisager, ne pas traiter, ne pas aborder cette question du spectacle vivant au sens très très large du terme. Et aujourd'hui, vous l'imaginez, c'est pas simple puisqu'on est dans une question d'une commande publique avec une forme de évidemment d'existence dans l'espace public. C'est pas une œuvre éphémère qu'on commande aujourd'hui, c'est une œuvre qui va des projets qui vont exister dans la ville. Donc, comment est-ce que le spectacle vivant peut exister dans la ville? C'est une question qui est pas simple. Donc, ça tombe bien. Nous, on a encore un peu de temps pour y réfléchir et pour essayer de discuter aussi avec la Solideo sur la faisabilité. Ça implique beaucoup d'acteurs, je dirais aussi politiques. Hein, donc, c'est pas des questions faciles. Et désolé de cette réponse longue pour dire que oui. Donc, c'est plutôt le dernier chapitre qui s'appelle Magie collective qui aborderait qui s'ouvrirait plus naturellement au spectacle vivant. Ok, alors on a une question sur intéressante d'ailleurs, sur la place de la culture urbaine dans le projet. Vu que le 93 a bien sûr une énorme histoire et un beau récit sur ce plan, sur ce point-là, je ne sais pas qui veut prendre. Alors, bon, parce que culture urbaine, c'est quand même un terme, enfin, ça englobe beaucoup de choses. Gaël ou peut-être Isabelle, si tu souhaites intervenir sur ce point. Gaël, peut-être, la culture urbaine, il y a beaucoup à dire sur ces deux mots, peut-être, Gaël. Oui, alors c'est à nouveau, on va entrer dans des questions un peu plus, peut-être un peu plus complexes qui dépassent le cadre de ce webinaire. Mais est-ce que la culture urbaine c'est une forme esthétique? Est-ce que la culture urbaine c'est en gros le rap, le graffiti, certains sports associés ou certaines pratiques physiques, etc. Ou est-ce que ça s'élargit à des pratiques de plasticiens qui considèrent la ville comme un matériau? Voilà, moi je considère plutôt que c'est pas une question d'écriture, c'est pas une question je vais dire pour moi le tag ou le graffiti, évidemment qu'on range dans la case culture urbaine, mais pour moi ça ne se limite pas à ça. Donc ça veut pas être en gros, mais je ne serai pas le seul à en décider, hein, bien sûr, mais je veux pas qu'on dise tiens il faut qu'on coche la case tag parce qu'on est en Seine-Saint-Denis et qu'il y a des graffeurs. Oui, le graphe est un mode d'expression comme tous les autres modes d'expression. Pour moi, il y a une horizontalité des pratiques, il n'y a pas de hiérarchie. Donc j'ai aucun jugement a priori et de toute façon je ne serai pas le seul à en juger. Mais donc la réponse à est-ce que les cultures urbaines au sens où parfois on les catégorise dans les magazines ou pour aller vite, oui. Sauf que la culture urbaine, elle est beaucoup plus large qu'une écriture. Merci beaucoup. Alors une question sur la projection d'œuvres en peinture numérique réalisées dans des jeux. Est-ce que c'est considéré comme des œuvres pérennes? Je vais faire une première réponse. On va lancer aussi des projets dans le cadre de nos chantiers, des projets artistiques qui viendront justement animer cette phase particulière, qui est des chantiers, pour tout ce qui va se dérouler pendant les Jeux. Ça relève de Paris 2024, donc qui est l'organisateur. Solideo pendant les Jeux ne sera pas présente sur le terrain. Il y aura tout un périmètre autour du village, donc on peut pas se prononcer sur ce que Paris 2024 envisage au niveau des actions culturelles pendant les Jeux. Je vois qu'il y a des gens aussi qui lèvent la main. Peut-être qu'il y a des questions orales. Mais je crois que c'est Nora Herman qui avait levé la main ou pas du tout. Non, il y en a 3 autres. Ah. Bon, alors on voit pas les noms. Il y a Pierre Guyot. Peut-être si vous avez des questions orales, mettez-les dans le chat, ce sera à mon avis plus simple. En attendant, on traite ou écrivez-les directement. Alors Alizé Noguer qui nous demande comment comptez-vous laisser la place aux petites associations du territoire qui agissent au quotidien avec les habitants à travers ces appels à projets dont la production d'œuvres pérennes à l'échelle de l'espace public semble difficilement conciliable. Je me permets de dire un mot, mais
tout le monde peut compléter. Non, au contraire, ça serait même ça serait caricatural de penser que les artistes sont tout seuls dans leurs ateliers, qu'ils pondent des croquis, des trucs, et puis qu'on fait réaliser ça en usine et qu'on vient l'installer sur un rond-point. En réalité, moi, les artistes qu'on connaît, avec lesquels on travaille tous les jours, ce sont des artistes qui sont impliqués aussi eux-mêmes dans des associations, qui travaillent avec des associations, qui interviennent dans des écoles, qui, pourquoi pas, font une enquête de terrain, qui vont mener une réflexion avec un certain nombre d'acteurs. Donc, l'idée de cette démarche, c'est d'inciter cet investissement des artistes auprès des petites ou c'est pas forcément une question de taille par ailleurs, hein, enfin en tout cas de ceux qui vivent ce territoire et qui sont dans ce territoire. Donc à nouveau, je le rappelle, hein, c'est vraiment l'idée de pas venir plaquer des préalables, des concepts ou des idées préconçues sur ce territoire. Donc les artistes ont clairement, il faut le dire, dans ces appels à la création, ainsi que ce travail de rencontre avec des associations et donc il y a 3 personnes. Attends, juste peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit d'ailleurs sur ce sujet-là de l'accessibilité de nos marchés aux tout petits, aux TPE, aux startups, aux artistes, aux PME également. C'est vraiment un effort qu'on fait la Solidéo depuis qui est vraiment depuis l'origine de notre, enfin depuis qu'on existe, et qui encore une fois se retrouve dans notre charge sociale. Tous nos marchés sont rédigés souvent très allotis pour pouvoir donner accès au maximum aux plus petits. On travaille en lien beaucoup avec donc notre direction d'innovation sur ce sujet-là, avec notre direction juridique pour trouver des solutions aussi qui s'intègrent bien sûr dans le cadre de la commande publique et avec différentes plateformes dont ESS 2024 et donc les canaux. D'ailleurs, je vois que Nicolas Perronnet a levé la main. Donc Nicolas, si vous souhaitez poser une question oralement, je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Je me permets, puisqu'on a abordé la question, de juste rappeler effectivement le mandat qu'on a auprès de la Solidéo, puisque on est en charge de la facilitation de l'accès des acteurs de l'économie sociale et solidaire au marché des jeux, donc notamment les marchés de la Solidéo. Et donc l'économie sociale et solidaire, bien évidemment, regorge d'acteurs très compétents sur ces questions de démarche artistique, culturelle. On est aussi très en lien avec les établissements publics territoriaux, pleines communes, les autres de Seine-Saint-Denis. On a une base de référencement de ces acteurs qu'on accompagne et auxquels on relaie les marchés. Et du coup, je voulais terminer en disant qu'on sera aussi à la disposition de tous les candidats à ces appels à projets pour les aider à rentrer en contact avec des acteurs locaux sur ces questions de démarche artistique et culturelle. Voilà, on est à votre disposition et je vous invite aussi à aller sur notre site comme ça a été dit précédemment. Je vous remercie en tout cas pour avoir donné la parole. Parfait, merci beaucoup Nicolas. Peut-être vous pouvez mettre le lien du site et ou de la plateforme aussi directement sur le chat. Ouais, tout à fait. Alors malheureusement, j'ai pas accès au chat depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis permis de lever la main. Bon, ben on va le faire alors. Merci beaucoup. Alors Anne Papalia souhaite prendre la parole. Je vous en prie. Alors, il y a un petit problème de son, on ne vous entend pas alors que votre micro semble pourtant ouvert. Peut-être qu'on peut donner la parole à quelqu'un d'autre en attendant, mais n'hésitez pas à écrire votre question dans le chat. Vianney de Londres, Vianney de Londres, si vous aviez peut-être une question à poser. Oui, bonjour. Peut-être ai-je mal compris, mais il m'a semblé, Christine, lors de votre intervention, que vous avez évoqué aussi des petites formes d'intervention artistique au fil des chantiers, à côté des grandes commandes qui font l'objet du débat d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bien le cas? Et si oui, est-ce que vous pourriez juste en dire un mot? Parce que, voilà. Merci. Christine, on t'entend pas? Ah oui, pardon, on avait coupé le micro de la salle. Donc oui, il est bien envisagé en fait des actions culturelles, artistiques pour animer les chantiers. C'est des réflexions qu'on est en train de mener aujourd'hui, donc je peux pas en dire plus. Mais comme là, les chantiers du village vont vraiment prendre une autre ampleur avec les travaux de construction qui vont démarrer en 2021,
On va lancer des événements dont on va communiquer avant, et donc ce sera des événements temporaires d'animation des chantiers. Alors, oui, je ne sais pas si quelqu'un souhaitait prendre la parole. Oui. Oui, bonjour, j'ai mon micro. On vous entend. Parfait. Est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour. On vous entend parfaitement. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. C'était vraiment très intéressant. Voilà. Donc je suis artiste plasticienne et le projet est vraiment superbe. Le cadre aussi est vraiment très inspirant. Moi, j'avais une question vraiment pratico-pratique. Je voudrais savoir dans l'espace public qui est concerné, c'est-à-dire la rue Ampère et vers la future place Ampère. Concrètement, quelles sont les surfaces disponibles, les points d'accroche disponibles? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, des murs, des surfaces, ou est-ce que l'œuvre doit être posée au sol? Enfin, tout ce genre d'approche pratique. Je vais peut-être repasser à l'écran le plan. Je vais faire une première réponse et puis après je laisserai Gaëlle et Laure compléter. Donc là, je remets à l'écran là le périmètre. Il y aura beaucoup plus d'informations dans le dossier de consultation. On laisse vraiment les candidats nous faire leurs propres propositions artistiques. On est ouvert à toute proposition artistique. Il faut savoir que la rue actuelle, rue Ampère, va être conservée dans son état actuel. Donc les gens qui veulent aller voir sur site quelle est la morphologie de cette rue peuvent y aller sans problème. Et donc on est ouvert à toute proposition, sachant que les réseaux souterrains existants vont être également conservés et ne seront pas modifiés. Mais est-ce que ça veut dire que l'œuvre va devoir aussi répondre bien sûr à des contraintes de poids et d'accroche? Mais concrètement, la réponse que vous apportez pour l'instant est l'espace sera aménagé en fonction des propositions artistiques ou pas? Non, les propositions artistiques devront bien évidemment prendre en compte le projet urbain. Donc là, il y a un premier plan. Mais dans notre consultation, on détaille plus précisément ce projet urbain pour que les candidats puissent se faire une meilleure idée des propositions à nous proposer. Mais bien sûr, les propositions artistiques devront tenir compte du projet urbain. D'accord, parce que dans votre cas, donc l'œuvre est vraiment pérenne, c'est-à-dire qu'elle a une matérialité très importante, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Gaëlle et Laure, si vous voulez compléter. Juste un mot, mais Laure pourra aussi, j'imagine, compléter. C'est effectivement, hein, vous mettez le doigt là sur une difficulté supplémentaire, en tout cas dans ce programme, c'est qu'on doit se projeter dans un quartier qui est en cours de construction, et c'est évidemment pas la même chose que de dire je fais une œuvre pour une rue que je connais par cœur et donc je connais chaque centimètre carré. Encore que effectivement la rue Ampère ici c'est peut-être un peu plus facile pour ce premier appel, mais il y a cette dimension intégrée à la réflexion qui là malheureusement nous échappe complètement puisque le quartier se construit, donc on n'a pas une représentation physique, on ne peut pas l'éprouver parfaitement comme on ferait d'un quartier ancien classé dans un centre-ville ou je ne sais quoi. Oui, effectivement, il y aura bien deux temps aussi dans la consultation. Un premier temps de candidature, faire acte de candidature, et puis ensuite un deuxième temps dans les appels à création suite à une présélection pour un nombre d'artistes auxquels on redonnera aussi des informations plus détaillées sur les aménagements urbains du projet. Mais effectivement, on s'inscrit dans un projet urbain. L'ensemble des bâtiments font partie de l'eau privée, donc également sont hors périmètre. C'est bien les espaces publics, la rue, les espaces de déambulation, avec une capacité à s'inscrire dans ces lieux-là. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. On a une question sur les modalités
pour candidater. Donc, l'association collective GFR Hypermur qui demande: pouvons-nous candidater et faire une offre en tant qu'association sans artistes prédéterminés? Donc, nous avons pour habitude de choisir les artistes pendant le projet avec les habitants et pas avant. Alors ça, c'est une question qui est très liée au dossier de consultation. Peut-être, Christine, je ne sais pas si tu souhaites dire des choses là-dessus ou... Je ne sais pas réellement quelle réponse donner. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des propositions artistiques pour qu'on puisse aussi pouvoir bien identifier ce qui va prendre forme dans le village. Alors bien sûr, c'est des projets qui vont être amenés à évoluer au regard des échanges qu'on pourra avoir avec le candidat. Mais dans tous les cas, nous, on doit analyser des projets artistiques. Ouais, pour compléter ce que dit Christine, parce que je trouve que c'est intéressant comme propos de placer les choses peut-être un peu à l'envers, mais de toute façon, dans votre mode de fonctionnement, à un moment, vous devez identifier des formes. Nous, on réfléchit là aussi sur des formes, et c'est pas du tout péjoratif. Je suis un grand... je pense qu'il y a une vraie philosophie des formes, mais quelle forme donner à ça, vous allez devoir à un moment, de toute façon, le travailler avec je ne sais quel designer, artiste, plasticien ou autre. Et donc, dans ces cas-là, je pense qu'il faudrait quand même, dans votre dossier, que soient présentes des hypothèses de forme avec des noms, parce qu'on est obligé de juger des formes et pas seulement des déclarations d'intention, puisque le jury, enfin en tout cas la manière dont les choses vont être décidées, vont se constituer aussi sur des questions de faisabilité, je dirais de plausibilité, bref, de la manière dont les choses peuvent être plausibles d'un point de vue matériel, et pas seulement juste une réflexion. Donc il faut quand même qu'effectivement il y ait quelqu'un qui puisse dire ça peut prendre telle forme et que nous on puisse se faire une idée de cette forme. Merci beaucoup. Une question inspirante d'Yvan Six sur les arts fragiles. Alors, avec quelques idées dedans. Écrire des haïkus avec la collaboration des habitants et des athlètes pendant tout le chantier, imprimer sur les trottoirs ou sur les murs. Est-ce que c'est considéré, je pense, dans le fond de la question, est-ce que c'est considéré comme art pérenne? Tous ces sujets liés au street art. Là, on rentre un petit peu dans les détails, mais Gaël ou peut-être Laure, si vous avez des éléments de réponse là-dessus. Peut-être simplement, comme l'a rappelé aussi Christine, il y a bien également une consultation pour des interventions artistiques pendant la phase des Jeux et tout un travail sur les Olympiades aussi culturelles qui va être mené par le COJO 2024. Là, la réflexion de ces commandes artistiques pérennes dans l'espace urbain cherche bien, et sous le contrôle de Gaël qui va compléter, à identifier des projets artistiques qui puissent être révélés et perdurer après 2025. Donc il y a vraiment cette attention-là. Merci beaucoup. Gaël, tu veux compléter? Oui, pour moi, enfin, Christine l'a évoqué, j'imagine que ça rentre plus dans une case, entre guillemets, qui n'est pas celle sur laquelle nous on travaille, Manifesto d'un côté et moi, qui sont l'héritage, mais plutôt sur la phase chantier, j'imagine. Merci. Une question sur donc la procédure. Savez-vous combien de candidats vous retiendrez pour la phase offre? Je crois que tu l'as dit, Christine. Oui, tout à fait. On va retenir 3 candidats qui seront invités à nous soumettre une offre initiale. Voilà, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. N'hésitez pas, là, on a encore un peu de temps pour vos questions. Nora Herman, vous souhaitez reprendre la parole? Oui, bonjour, rebonjour. Je voulais juste revenir sur les 3 candidats. Est-ce que vous comptez faire une rémunération à la proposition spécifique que ces 3 candidats vont faire pour concourir dans cet appel? Ah, pardon. On va rémunérer de 3 000 € les candidats qui auront soumis une offre mais qui ne seront pas retenus.
Tout ça, de toute manière, est inclus dans le dossier de consultation. Donc, dès lors que l'apparition l'annonce des marchés sera faite, vous aurez tous ces détails-là de manière vraiment exhaustive dans les DCE. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. On a encore un peu de temps. Une question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'avais une question, mais c'est pas du tout sur les espaces privés. Ça concerne les espaces sur les espaces publics. Ça concerne les espaces privés. J'ai compris que aussi vous aviez la main sur la sélection des artistes pour les espaces privés, ou c'est les constructeurs. Et si ce sont les constructeurs, à qui doit-on s'adresser pour candidater? Alors, les espaces privés sont à la charge, les projets artistiques sur les espaces privés sont à la charge des opérateurs constructeurs qui sont déjà en cours de réflexion avec des artistes. Donc, c'est vraiment eux qui pilotent ces interventions. Sur Univers Scène, c'est Vinci. Côté Saint-Ouen, il y a deux opérateurs constructeurs. Il y a un lot qui est à ICAD, Caisse des dépôts, et l'autre lot qui est Nexity. Mais c'est vraiment les opérateurs constructeurs qui pilotent leur démarche artistique. Nous, on les accompagne justement pour veiller à ce qu'il y ait une cohérence entre tous les projets, entre les espaces publics et les espaces privés, et que le récit soit le fil rouge des interventions. Dans ce cas, à qui doit-on s'adresser? Alors, vous avez les contacts chez Vinci, ICAD, Caisse des dépôts et Nexity? Isabelle, je crois que tu voulais compléter. Oui, justement, je veux juste intervenir pour effectivement, évidemment, on n'a pas la main et aujourd'hui, mais on peut juste, on vous transmettra les contacts de ces différents groupes. On leur répercutera évidemment la discussion de ce matin. Après, voilà, c'est vraiment chaque opérateur est en train de travailler leur propre projet et donc on ne vous donnera que le contact. On ne sait pas exactement comment ils vont définir leur projet. Hein. Ok, merci. Merci beaucoup. Une question de Jeanne-Marie donc sur les calendriers des cinq autres chapitres suivants. Est-ce qu'on a une idée là-dessus Oui, je vais les remettre à l'écran. Pour l'instant, alors, non, quelqu'un a coupé mon partage d'écran. Je sais pas, Thierry Garde-Robe, si vous pouvez enlever votre partage d'écran, parce que du coup, je peux pas partager le mien. Je vais reforcer. Voilà, normalement vous allez voir. Voilà. Donc on a identifié des périodes. On sait pas encore les dates précises, mais pour Racine, le lancement de la consultation c'est dans les prochains jours pour une attribution du marché à l'été 2021. Naissance, ce serait lancement de la consultation à l'été 2021 pour une attribution du marché fin 2021. Ensuite, on lancerait en même temps Seuil et Symbiose début 2022 avec une attribution du marché à l'été 2022. Et ensuite, on lancerait également en même temps Épreuve et Magie collective à l'été 2022 pour une attribution du marché en début 2023. Mais bien évidemment, on fera une communication au lancement, en amont de chaque lancement d'appel à création. Merci beaucoup, Christine. Peut-être Henriette Gongle, vous avez levé la main. Pour ceux qui veulent intervenir oralement, n'hésitez pas à lever la petite main jaune. Oui, bonjour. Désolée, en fait, j'avais la même question par rapport au calendrier et aussi parce que vous avez précisé que le Magie collectif est plus lié au spectacle vivant et si les différents appels avaient des spécificités, mais voilà. Oui, alors dans le dossier d'appel à création qu'on va mettre en ligne dans les prochains jours, il y aura une
le rappel de chaque chapitre, ce qui est attendu derrière en termes d'intervention artistique. Je suis désolée, j'ai eu un petit bug voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres. Non, mais en fait le détail de chaque chapitre sera prochainement communiqué. Ouais. Et après, c'est ce que je voulais dire. Après, bien sûr, ça sera précisé dans chaque appel à création dédiée. Merci beaucoup, Christine. Alors, on a deux questions. Une qui est un peu liée au sourcing. Donc, avez-vous identifié d'ores et déjà les associations d'habitants du territoire en demande de participation à ces différents appels à candidature? Là, c'est plutôt toi, Christine, ou sur la question de est-ce que vous avez identifié, ou Isabelle peut-être, d'ores et déjà des associations d'habitants de territoire en demande de participation? Non, on n'a pas identifié. On cherche vraiment, on laisse vraiment l'opportunité à chaque candidat de développer son projet et donc d'associer en fonction de ses réflexions les acteurs intéressants. Et ce type de webinaire a vraiment pour objet de communiquer large pour qu'on ait le maximum de bonnes candidatures. Une question sur le jury. Qui sera dans le jury en phase offre, j'imagine? Alors, ça, c'est des réflexions qui sont encore en cours. Donc, on appelle jury, mais ce sera une commission. C'est une commission qui va regrouper bien évidemment la Solidéo, la direction artistique. On aura aussi des personnes qualifiées et des représentants des collectivités. Et ensuite, c'est la Solidéo en tant que pouvoir adjudicateur. C'est un terme que vous retrouverez assez souvent dans les dossiers de consultation. Validera, on va dire, le candidat, attribuera le marché au candidat sélectionné. Ok, merci beaucoup. Je vois que Fiona a levé la main, mais peut-être que c'était la question écrite à laquelle on vient de répondre. C'était la question concernant le jury. Ok, très bien. Nora Herman. On regarde en même temps. Nora Herman qui oui, Nora Herman, et je crois que vous avez déjà pris plusieurs fois la parole. Peut-être que c'était. Non, c'est voilà, bon. Okay. Vous êtes rétracté. Voilà, on a encore quelques minutes si vous souhaitez, si vous avez d'autres questions, ou besoin d'autres éclairages sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Sinon, je pense qu'on va pouvoir bientôt clôturer ce webinaire. Moi, j'avais une question encore, s'il vous plaît. On vous écoute. Donc, on a parlé d'œuvres pérennes avec une forte dimension matérielle. On a parlé d'interaction avec les publics, avec la société civile, les associations, etc., pour faire émerger, je dirais, un vivre ensemble dans l'œuvre. Est-ce que vous imaginez possible dans ce registre de créer une œuvre qui a à la fois une dimension matérielle et une dimension immatérielle, quelle que soit sa forme? Je pense à une forme en particulier, mais peu importe. Et cette dimension pourrait être conjuguée avec la population. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Il est évident que on s'inscrit dans ces appels à projets dans des problématiques contemporaines et d'artistes qui sont habitués à aller aussi évidemment aujourd'hui vers les territoires numériques, vers j'imagine ce que vous appelez l'immatériel. Je vois pas forcément trop d'autres pistes que notamment le numérique. Donc effectivement. Sur le net, par exemple, un prolongement sur le net qui soit X, Y, et qui soit une œuvre à dimension à la fois et virtuelle. Bien sûr. À titre strictement personnel, ce qui n'engagerait que moi, je pense que c'est effectivement, vous le soulignez, important qu'il y ait une présence dans la ville et qu'on ne désinvestisse pas ou qu'on ne déshabite pas, que l'art ne disparaisse pas pour n'être que numérique et finalement
n'être entre guillemets que par exemple réalité augmentée ou je sais pas quoi, mais je pense qu'il y a un travail intéressant. À nouveau, ça n'engage que moi et ce n'est pas une je dirais, c'est pas le jeu du chimili-mili, hein, c'est pas des indices que je donne, hein, c'est voilà, je vous lis ma pensée. Je pense que le numérique doit pourrait s'accompagner d'une physique et que c'est cette interface-là qui est intéressante de montrer qu'on n'est pas justement dans des ruptures, mais qu'on est dans des continuités, par exemple entre l'espace réel, l'espace entre guillemets virtuel et numérique. Et c'est une piste de réflexion. J'imagine que les artistes vont forcément travailler pour la création. C'est une piste parmi plein d'autres. Sur ce point-là, merci beaucoup Gaël, parce que vous avez introduit un sujet sur lequel on peut aussi revenir. On a lancé, d'ailleurs c'est aujourd'hui la remise finale des plis, un marché lié donc à la numérisation en 3D de nos ouvrages, et en particulier des espaces publics et des équipements, notamment sur le village olympique, mais aussi sur quelques autres grands objets dont on a la maîtrise d'ouvrage. Et donc ce marché a vraiment vocation de maqueter en 3D à partir de données BIM l'ensemble des ouvrages avec une qualité très très aboutie et qui soit surtout aboutie pour l'état de l'art de 2024. Et parmi donc les objectifs qu'on se donne, au-delà de la numérisation 3D, on aura aussi de la réalité virtuelle, donc avec une capacité d'immersion dès l'an prochain, en fait, de projection dès l'an prochain, en temps réel et à échelle d'homme sur le futur village. Et donc on compte bien, c'est un marché qu'on suit de très près. Et on compte bien y inclure d'ailleurs une modélisation autant que possible, en tout cas au fil de l'eau, de ces créations plastiques. Donc sur la partie en fait immatérielle, il y a toute une réflexion qui a été engagée par la Solideo sur le numérique et son corollaire, souvent l'open data, appliqué donc aux enjeux urbains. Donc tout ça fait partie effectivement, comme l'a dit intuitivement Gaël, de nos réflexions et à vocation à se croiser avec sans doute donc ces 6 appels à création. Voilà pour ce lot de questions. Je crois qu'on a peut-être fait le tour. Je lance un dernier appel au peuple pour ceux qui souhaiteraient encore poser une question. Les consultations seront lancées, là, peut-être un dernier mot là-dessus, mais seront lancées par notre direction juridique, comme l'a dit Christine, dans les prochaines heures, les prochains jours. La balle est dans leur camp, donc on ne peut pas vous donner un créneau et une date particulièrement précise, mais on vous enverra l'ensemble des informations et puis vous les verrez aussi sur les plateformes qu'on a mentionnées. Donc je répète, ESS 2024, Entreprise 2024 et Maximilien. On vous communiquera aussi donc l'enregistrement de ce webinaire et la présentation. Et je crois qu'on a une dernière question de Quentin, et puis après je donnerai la parole à Isabelle Valentin qui pourra conclure ce webinaire. Alors, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Alors, Quentin, c'est lui, moi je m'appelle Cliff. J'avais simplement une question. Dans la présentation, il y a une forte mention avec les Jeux olympiques, mais aussi paralympiques, et donc du coup une implication avec l'accessibilité quasi totale des lieux et autres. Et je voulais savoir s'il y avait une mise en lumière particulière des artistes en situation de handicap, dont je fais partie, mais peu importe. Mais est-ce qu'il y aura une sorte de parenthèse, ou parce que je pense qu'il y en existe. Et je pense que c'est ce genre d'occasion qui peut mettre aussi en lumière des pratiques ou des situations comme ça. Je ne sais pas si ma question est très claire. Non, mais sur le sujet du handicap, merci beaucoup d'avoir abordé ce point-là. C'est un sujet particulièrement d'intérêt pour nous. On a dans notre stratégie d'innovation, et notre direction stratégie d'innovation en fait un pilier fort. Au même titre que l'excellence environnementale ou la charte sociale que j'ai mentionné rapidement, on a vraiment un pilier fort sur l'accessibilité universelle de nos ouvrages. On a un expert chez nous à plein temps sur ces sujets-là. On va lancer très prochainement un marché public d'innovation sous forme de partenariat d'innovation sur le guidage sensoriel dans les espaces publics, qui est
sur le papier, juridiquement, j'allais dire, décorrélé peut-être de cette démarche artistique, mais qui a vocation vraiment à se rejoindre à terme, puisqu'on est vraiment sur cette logique, Gaël en a parlé, mais de ville sensorielle, de connexion un petit peu avec les espaces publics et d'évolution dans les espaces publics. Donc c'est des sujets vraiment très forts chez nous et qui font l'objet aussi de clauses spécifiques sur les marchés qu'on juge pertinents pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble de nos ouvrages soit accessible à tous et à tout type de handicap, que ce soit physique ou que ce soit pour les populations vieillissantes, etc. Donc je ne sais pas si ça répond directement à la question que vous posiez, mais en tout cas c'est un thème sur lequel on est assez pushy. Juste une petite précision, du coup notre consultation est lancée dans le cadre du Code des marchés publics, donc c'est vraiment très spécifique, mais du coup ça veut dire que c'est des appels à création ouverts à tous. Et par contre, on a aussi cette vigilance on aura cette vigilance sur la prise en compte de tous les publics dans l'œuvre qui sera créée. Mais en tout cas, nos marchés sont ouverts à tout le monde. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette question. Il y a une dernière question, je crois. Donc, si les associations d'habitants sont présentes à ce webinaire, je serais intéressé pour co-construire un appel avec eux. Bon, ben voilà. Ça, c'est assez que ça sert. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à faire vos échanges de contacts. Je crois qu'on arrive à la fin de l'exercice. Isabelle, si tu veux prendre la parole pour conclure, avant que d'abord Gaël ou Laure, vous ayez quelques mots de commentaires ou de conclusion. Oui, c'est ça, Alexandre. Ce que je voulais proposer, c'est, je conclurai bien évidemment cette matinée, mais peut-être Laure et Gaël sur la conclusion, je dirais plus particulièrement sur la démarche artistique. Remercier évidemment tout le monde pour sa présence et sa participation aujourd'hui, et puis peut-être aussi vous dire de ne pas vous effrayer à la lecture des documents qui sont des documents de marché public, des CCTP, etc. Donc vraiment aller à l'essentiel. On a essayé aussi de faire des annexes et des éléments synthétiques pour vous transmettre cette énergie et cet enthousiasme vis-à-vis de ce projet d'appel à création pour le village olympique. C'est un projet très ambitieux et complexe, mais pour lequel on n'a pas de doute que vous allez relever le défi. Voilà, dans un cadre d'appel d'offres public qui est nécessairement assez contraint également, mais qui mérite aussi éventuellement une visite sur site. C'est très inspirant d'aller voir les lieux, d'aller voir la rue Ampère comme effectivement elle existe. Notamment, ce lien aussi avec la Seine est très très fort une fois on est sur place. Gaël. Oui, je suis totalement en adéquation avec ce que dit Laure, bien sûr. Et moi, j'ai peut-être une petite, je sais pas comment dire, une petite recommandation. Je vous fais bénéficier de ma modeste expérience, mais c'est vrai que dans les projets à l'échelle de la ville, on est soumis à de nombreuses contraintes, donc c'est souvent éprouvant, je dirais, pour les artistes et pour tous ceux d'ailleurs qui y travaillent, parce qu'il y a énormément de corps de métier impliqués, énormément d'enjeux, etc. Donc, je dirais, pour prendre un peu de hauteur, avec les CCTP et autres galères, entre guillemets, administratives, mettez dans vos œuvres des ingrédients qui vont survivre, évidemment, et qui peuvent résister à toutes ces contraintes. C'est le plus dur, c'est ce qui fait qu'on est dans une proposition artistique. Et c'est mon premier conseil. Donc c'est un peu comme en cuisine. Voilà, on fait des bouillons et on a des jus qui sont extrêmement concentrés. Et c'est la vraie recette et c'est le vrai secret des grands chefs, c'est d'avoir dans leur cuisine non pas des ingrédients toujours très frais comme ça, mais aussi des bouillons et des fonds de sauce qui permettent de résister à toutes les cuissons, et de s'adapter à différents contextes. Donc ça, ce serait un premier conseil. Et puis la deuxième chose, c'est il faut mettre de la complexité. Les enjeux sont complexes, ils sont parfois contradictoires, ils couvrent tout le spectre politique et tout le spectre des convictions aujourd'hui, et l'art doit
dire quelque chose et s'exprime au travers de ces courants de pensée, mais ce n'est pas qu'un acte politique. Je veux dire, la dimension esthétique me semble extrêmement importante parce qu'on doit faire des œuvres, on doit proposer des choses qui sont suffisamment ouvertes pour que l'enfant qui est dans l'école à 50 mètres de la pièce puisse aussi se l'approprier et que quelque part il puisse se projeter. Donc je pense qu'il faut être aussi capable de proposer des œuvres qui vont, des projets en tout cas qui vont, voilà, qui sont inclusifs aussi au sens des imaginaires et comment est-ce qu'on peut semer les petites graines qui font que l'art peut aussi transformer la vision du monde. Voilà. Merci beaucoup. Isabelle, si tu souhaites dire quelques mots de conclusion. Oui, écoutez, merci pour ces débats. Vous avez bien compris que la démarche de Solideo, c'est une démarche très plurielle, que la ville, on l'a fait avec vous tous, et qu'on a vraiment besoin d'avoir vos énergies qui sont des énergies complémentaires de celles qu'on peut amener par rapport à toute notre équipe, par rapport aux urbanistes, par rapport aux collectivités. Vous avez entendu à travers nos propos qu'on est dans une ville on souhaite développer une ville très inclusive. Donc c'est la réflexion que nous menons depuis 3 ans sur ce projet. Nous avons aussi beaucoup développé toutes les réflexions sur la biodiversité et sur l'écologie. Christine a rappelé ce qu'on attend aussi dans la mise en valeur de ce quartier. On a beaucoup aussi parlé des valeurs du territoire, des racines. Gaëlle a beaucoup parlé de ce territoire qu'il connaît bien, sur lequel on a une histoire ouvrière, on a une histoire du lieu, on a une géographie du lieu. Donc voilà, la ville ne se fait pas sous aucun terreau. Il existe une histoire, et bien évidemment il faut la faire continuer. Il faut pas la figer, mais en même temps elle existe. On a aussi, certains en ont parlé, c'est un territoire très actif, avec beaucoup d'associations, avec beaucoup d'intelligence. Donc n'hésitez pas à réfléchir par rapport à tout ce qui est mené sur ce territoire. On en a peu parlé. On a lancé aussi des appels à projets sur l'innovation, je dirais plus technique, sur les espaces publics. Donc, on va enrichir aussi nos projets et nos présentations telles que vous les aurez dans les dossiers de consultation, avec la manière la plus innovante de réaliser nos espaces publics sur des matériaux justement écologiques, plus pérennes, plus respectueux aussi de nos enjeux. On a peu parlé, mais c'est aussi un élément important. On s'est beaucoup inscrit à travers nos objectifs environnementaux sur une ville bas carbone et sur une ville qui sera agréable à vivre avec les nouvelles données climatiques. Donc ça aussi, c'est des axes de réflexion très importants. Je vous ai un tout petit peu parlé au début de ma présentation de l'animation des rez-de-chaussée et des lieux. Il faut qu'on réinvente la ville de demain, et il y a vraiment un sujet de réinventer les lieux de rencontre. On le voit bien encore aujourd'hui à travers ce webinaire. Certes, nous sommes dans des nouvelles technologies de communication. Évidemment, avec ce qui se passe en ce moment avec le Covid, on est aussi sur beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce que c'est que la rencontre humaine. Évidemment, les espaces publics dans nos villes de demain doivent être énormément réfléchis par rapport à ces lieux de contact. Donc voilà un petit peu, on a essayé à travers cette présentation de ce matin de vous faire passer tous nos chantiers de réflexion, tout sur quoi on souhaite aller pour que le quartier du village des athlètes en héritage
soit cette profusion de réflexion. Donc voilà, ben maintenant, on vous souhaite bon courage. Encore une fois, et je reprends les propos de Gaël et de Laure, ne soyez pas alarmés par le côté très formalisme. On a conscience. Bon, on est dans le code des marchés publics. Il y a des cahiers des charges, il y a des documents administratifs à remplir. Ça peut effectivement être des freins. On a essayé au maximum de faire en sorte que vous puissiez dépasser ces freins. Voilà, n'hésitez pas dans les questions-réponses, dans le cadre de la consultation, à nous solliciter. Ce qu'on souhaite, c'est que vous répondiez. Merci pour votre attention et puis bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir à tous. C'est ça.